avez entendu ce qui est arrivé à Sergueï? J'ai peur de ce qui se passe. Il y a quelque chose de nouveau dans le ciel. Faites attention. Pourquoi tu ne me lâches pas la grappe? Va-t'en d'ici. Missile. Parmi les chasseurs les plus puissants, performants et létaux jamais conçus. Avec 104 victoires confirmées et aucune perte, ayant abattu des cibles en orbite, c'est l'histoire incroyable du meilleur avion de chasse jamais construit. Voici l'histoire du F-Queen's Eagle. Mais pour comprendre les facteurs et la doctrine qui ont conduit à la création de cette bête des airs, nous devons revenir à l'époque troublée de la Seconde Guerre mondiale. Pendant le conflit, l'action blindée allemande, combinée à l'utilisation d'aéronefs pour soutenir les troupes d'invasion au sol, a balayé l'Europe de manière terrifiante. Cette tactique allemande a rapidement réussi à submerger des pays considérés comme des puissances militaires, comme la Pologne et la France. De nombreux pays ont compris que leur modèle de stratégie dépassé ne résisterait même pas à une attaque similaire à celle menée par les Allemands. Le département de la guerre des États-Unis a publié, le 9 avril 1942, le manuel de campagne 30 et 135, intitulé « L'aviation au soutien des forces terrestres », qui a mis l'aviation de chasse au service des commandants de l'armée. Les Américains appelaient entre l'aviation de chasse de Pursuit jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils ont changé la nomenclature pour Fighter. C'est pour cette raison que les avions plus anciens commençaient par la lettre P, puis ont commencé à porter la lettre F. Ce changement semblait être la réponse parfaite aux défis de l'époque. Comme cela avait fonctionné pour les Allemands, cela devrait fonctionner pour les Alliés après l'entrée des États-Unis dans la guerre. Correct? Sauf que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. La première utilisation de cette doctrine aérienne avec les troupes américaines a eu lieu en Afrique du Nord, à l'hiver 1942. L'utilisation de l'aviation de chasse pour soutenir les troupes et subordonnée au commandant de l'armée a donné des résultats en dessous des attentes. Il y a eu peu de cas où le soutien aérien a réellement aidé l'avancée pour la conquête de territoires. Et cela n'a pas non plus empêché les avions allemands de continuer à attaquer les fers de lance au sol. De même, il n'a pas attaqué efficacement des points clés ennemis, comme les aérodromes et les centres logistiques. Ainsi, en janvier 1943, un nouveau concept de puissance aérienne a été adopté, issu des expériences de la 8e armée britannique dans le désert. La nouvelle doctrine a été publiée dans le manuel de campagne 120, le commandement et l'emploi de la puissance aérienne. La nouvelle doctrine, qui a été utilisée jusqu'à la fin de la guerre, montrait que les puissances aériennes et terrestres étaient bien des forces égales et interdépendantes. Et aucune ne devait aller au-delà de cela. Ce document expliquait que l'obtention de la supériorité aérienne était la première condition pour réussir toute opération terrestre, et que l'importance de cette supériorité était telle qu'elle primait sur les missions d'interdiction et d'attaque au sol.
Cela peut être observé dans l'attaque stratégique contre les aérodromes de l'Axe, les réseaux d'approvisionnement et les communications qui ont rencontré un grand succès. Un exemple clair de cela s'est produit en juillet 1943, lorsque, bien avant de mettre les pieds en Sicile, les Alliés avaient déjà dévasté les positions stratégiques des forces allemandes et italiennes sur l'île, qui, même en disposant de nombreux avions, se sont révélés inefficaces pour contenir l'avancée ennemie. La Seconde Guerre mondiale a également brisé un autre concept lié à l'utilisation des avions au combat. En entrant dans le conflit, les États-Unis se sont concentrés sur l'utilisation de grands bombardiers pour détruire des cibles stratégiques ennemies, en considérant qu'ils voleraient le plus haut et plus vite que n'importe quel chasseur. Mais la bataille d'Angleterre avait montré que l'utilisation efficace de groupes de chasse pouvait totalement interdire l'utilisation du ciel par les bombardiers moyens allemands. Même avec les données britanniques sur l'emploi de chasseurs contre les bombardiers, les Américains décidèrent tout de même de continuer à parier sur leur stratégie de bombardement de l'Europe à partir du territoire anglais lors d'attaques diurnes, ce qui avait également été suggéré par les Anglais comme étant extrêmement dangereux. L'un des facteurs qui a influencé le choix américain était aussi le fait que les avions d'escorte disponibles n'avaient pas encore une autonomie suffisante pour accompagner les bombardiers pendant toute leur trajectoire. En l'absence d'escorte, avec le mauvais temps dans le théâtre des opérations et le nombre encore réduit d'appareils en 1943, les bombardements américains sur des localités comme Schweinfurt, Regensburg et Kiel ont entraîné des pertes catastrophiques pour la force de bombardiers, qui ont atteint un taux de 50% de pertes en personnel et en matériel dans certains cas. Les défenseurs allemands n'avaient qu'à attendre que les bombardiers soient sabroyés par les nuages de flak, puis les chasseurs intercepteurs, terminant le travail. En octobre de la même année, après l'offensive contre Schweinfurt, les missions de bombardement sans escorte en Europe ont été interrompues, grâce à l'adaptation des P-47 lourds avec réservoirs externes. Ces appareils pouvaient en protéger plus longtemps les formations de bombardiers lors des attaques, réduisant ainsi la période pendant laquelle ils étaient encore sans protection. Mais le P-47, qui était résistant au feu ennemi et doté d'un armement considérable, n'était pas assez maniable pour affronter les chasseurs, comme les versions plus récentes du Bf-109, Messerschmitt Bf-109 et du Focke-Wulf 190, qui bénéficiaient également de l'avantage de survoler le territoire allié et de disposer d'un temps de combat plus long, puisque les P-47 devaient encore économiser suffisamment de carburant pour retourner à leur base, situées à des centaines de kilomètres de distance. Le changement le plus significatif dans la guerre aérienne en Europe s'est produit avec l'arrivée des P-51 Mustang, qui avaient l'autonomie et l'agilité nécessaires pour protéger les formations de bombardiers, et avec l'adoption d'une nouvelle tactique de combat. Désormais, avec plus d'avions de chasse disponibles, environ les 2/3 de ces appareils étaient chargés d'effectuer des missions de ratissage du territoire ennemi, dans le style poursuivre et détruire, en ciblant des objectifs d'opportunité. Ainsi, de petits groupes de chasseurs opérèrent de manière indépendante dans le ciel de l'Axe, cherchant des chasseurs ennemis au sol ou revenant de leur mission au moment de plus grande vulnérabilité. La campagne aérienne de février à mai 1944 a vu les Alliés conquérir la supériorité aérienne en Europe de manière efficace, détruisant toute chance pour leurs ennemis de se défendre avant qu'ils n'atteignent les bombardiers. Qu'ils aient été détruits au sol ou qu'ils soient tombés à court de ravitaillement, la Luftwaffe a cessé d'être une menace. La domination aérienne des Alliés était si intense que le général Dwight Eisenhower, lors de son briefing avant l'invasion du jour J, a dit aux hommes « Si vous voyez des chasseurs au-dessus de vous, ne vous inquiétez pas, ce sont les nôtres. » Les leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale allaient être mises à l'épreuve lors du prochain conflit qui a secoué le monde, la guerre de Corée. En 1945, la péninsule coréenne, alors sous occupation japonaise, a été divisée en 2 zones d'influence, le nord sous contrôle soviétique et le sud sous domination des Alliés.
Le 25 juin 1950, la Corée du Nord, dirigée par Kim Il-sung et soutenue par les Soviétiques et les Chinois, a franchi sa frontière et a commencé l'invasion de la Corée du Sud. En se concentrant uniquement sur la guerre aérienne qui s'est déroulée, la première phase du conflit a vu l'effort américain dominer les cieux. L'armée de l'air nord-coréenne comptait environ 130 appareils, pour la plupart d'anciens modèles de la Seconde Guerre mondiale comme l'Ilyushin 10 et le Yak-9, les avions américains plus modernes, disposant déjà des premiers chasseurs à réaction, ont assuré une sécurité relative pour les incursions aériennes, exactement comme le prévoyait leur doctrine. C'est à la fin de la première phase de la guerre aérienne que les Américains ont subi un revers. Le chasseur soviétique Mikhail Gourievitch Mikoyan Gourevitch 15 est arrivé sur le théâtre des opérations, bien plus agile et performant que les F-80 et F-84 Thunderjet américains. Comme les chasseurs nord-coréens opéraient depuis le territoire chinois, il n'était pas possible de les attaquer au sol, en raison des restrictions politiques. L'objectif est alors devenu la destruction de toutes les pistes d'atterrissage en Corée du Nord. Pour compliquer l'opération des Mikoyan Gourevitch 15 et aussi accélérer l'entrée en service du F-86 Sabre, qui allait alors commencer la rivalité de plusieurs décennies entre cet appareil et son adversaire soviétique dans le secteur nord-ouest de la Corée du Nord, où la rivière Yalu se jette dans la mer Jaune. C'est là que le Mikoyan Gourevitch 15 et le F-86 ont mené leurs combats les plus féroces dans ce qui fut alors appelé le Mikoyan Gourevitch Alley ou couloir des Mikoyan Gourevitch. Dans le ciel de la région, les pilotes poussaient leurs appareils à l'extrême, avec de nombreux combats décidés par la détermination et la chance de chacun. L'entraînement intensif des Américains, cependant, leur a donné un léger avantage, des sources de l'époque affirmant qu'il y avait plusieurs Mikoyan Gourevitch, 15 abattus pour chaque F-80, 6 perdus, mais des études récentes indiquent que le ratio était plus proche de 1,8 Mikoyan Gourevitch pour chaque sabre perdu. Les actions intenses de l'attente de l'aviation américaine, combinées à un à différentes tactiques développées, ont permis aux États-Unis de rétablir la supériorité aérienne de façon sporadique jusqu'à la fin du conflit. À la fin de la guerre de Corée, le président des États-Unis, Dwight Eisenhower, a adopté une politique de dissuasion nucléaire qui a détourné l'attention de l'aviation américaine des chasseurs tactiques et a mis l'accent sur la capacité à utiliser des armes nucléaires lors d'incursions rapides en territoire ennemi. Les chasseurs de la série Century, comme les F-100 et le célèbre F-111 Aardvark, étaient le résultat de cette mentalité, pouvant être équipés d'armements nucléaires et dotés d'une grande vitesse, étant davantage orientés vers une planification stratégique que tactique. Cette situation a été bien observée par le général Bruce Holloway en 1968, lorsqu'il a remarqué que les plans pour un nouveau chasseur ont été continuellement modifiés. Pour les projets d'intercepteurs ou de chasseurs bombardiers, la pénétration en territoire était plus importante que la maniabilité. La capacité d'emporter plus de bombes était plus importante que l'armement. Le statut d'alerte primait sur la capacité à accomplir davantage de missions rapidement. Le chasseur tactique était de moins en moins un système de supériorité aérienne et de plus en plus ce que nous appelions un avion d'attaque. L'expérience en Corée a fini par convaincre de nombreux officiers que les chasseurs bombardiers seraient aussi efficaces que les chasseurs dédiés pour remplir les deux fonctions. En oubliant la géographie singulière et le contexte politique particulier qui s'est déroulé en Corée, l'accent était désormais sur la manière la plus simple d'obtenir la suprématie aérienne, à savoir détruire les aérodromes ennemis ainsi que les postes de commandement et de contrôle. Une preuve de cette vision fut le projet F-100, appelé Projet Prévision, lancé en 1963 par l'États-Unis Air Force, dont la mission était de déterminer quelle serait la voie des armes du futur. L'étude a réussi avec succès à prévoir le développement du C-5 Galaxy et du bombardier Beon, mais ses conclusions concernant l'utilisation des chasseurs étaient beaucoup plus vagues.
Elle s'est limitée à dire que les besoins en chasseurs dans les années 70, c'est-à-dire la décennie suivante, pourraient en être satisfaits par des variantes spécialissimo, spécialisées et modernisées des chasseurs F-4 Phantom et F-100 11 Aardvark. Le document final affirmait également que la supériorité aérienne serait atteinte grâce à l'utilisation d'avions rapides à haute altitude, qui seraient invulnérables aux défenses aériennes ennemies et pourraient bombarder leurs cibles en toute sécurité. Le 1er juillet 1964, le général de division Arthur Egan a pris le commandement de la direction des plans de l'état-major de l'armée de l'air. Le général Egan s'est immédiatement rendu compte que la mentalité de l'époque parmi les officiers du Pentagone était que le combat aérien et l'utilisation de canons pour les chasseurs étaient en des choses dépassées, puisque à ce moment-là, des missiles guidés avaient été développés et domineraient sans que les combats aériens à partir de ce moment. Certains spécialistes, voire des critiques, disaient mais que l'action des chasseurs tactiques pour la mission de supériorité aérienne était dépassée, affirmant qu'à ce moment-là, les missiles anti-aériens étaient tellement avancés qu'ils entraîneraient d'énormes pertes de ces appareils en cas de guerre. Mais Egan n'était pas un aviateur ordinaire. Pilote de P-38, Lightning pendant la Seconde Guerre mondiale, il a accompli plus de 45 missions de combat et a même été abattu à la fin de 1944 par les Allemands. Egan était convaincu que, quels que soient les nouveaux défis, ce serait l'aviation de chasse qui établirait la supériorité aérienne et permettrait l'avancée des troupes au sol. Malheureusement, les projets du F-4C et du F-111 venaient d'être approuvés pour la production, et il n'était pas possible de demander le développement d'un autre chasseur pour l'armée de l'air. Lors de réunions avec d'importantes personnalités du secteur de la défense, Egan apprit qu'il avait été décidé d'acheter un grand nombre d'appareils plus simples pour les forces aériennes tactiques, qui seraient les unités de chasse. Cette décision avait été prise par les spécialistes de l'équipe du secrétaire à la Défense, Robert McNamara. En observant les 3 types de missions tactiques, supériorité aérienne, appui aérien rapproché et interdiction aérienne, et la relation entre leurs capacités et les forces qui s'affrontèrent au sol. Le général Egan et ses officiers n'étaient pas opposés à l'idée d'avions à faible coût, mais plutôt au concept de ne pas faire de la supériorité aérienne une priorité. Puisque sans elle, il n'était pas possible d'accomplir les autres missions tactiques avec un taux de réussite élevé. À son avis, les États-Unis devaient acquérir les meilleurs chasseurs du monde pour accomplir ces missions. Frustré par l'approche choisie par le secrétaire à la Défense, Egan a de nouveau pensé à démontrer sa vision. En 1964, il a réuni un comité composé de plusieurs anciens AS, comme Francis Gabraski et Harrison Fenn, ainsi que d'autres pilotes expérimentés. Puis rédigé un rapport sur les capacités tactiques de l'armée de l'air. L'espoir du général était d'obtenir suffisamment de soutien pour commencer le développement du canon externe pour le F-4C. Ensuite poursuivre le développement d'un nouveau programme de chasse pour la supériorité aérienne. La conclusion du groupe d'études était que les États-Unis avaient urgemment besoin d'un nouveau chasseur capable de surpasser ceux que l'Union soviétique opérait actuellement. Sachant que l'armée de l'air était très sensible à toute critique concernant le projet du F-111, le comité d'Egan a simplement recommandé le lancement d'études pour un nouveau projet de chasseur. Le secrétaire à la Défense a reçu les études, mais il n'a pas pris d'autres mesures à leur sujet. Même si Egan n'avait pas obtenu le soutien du secrétaire à la Défense. Il a réussi à convaincre d'autres officiers, comme le général John McConnell, qui est devenu chef d'état-major en février 1965, et ce serait cette année-là qu'il émettrait un autre avis, cette fois après le début des combats aériens au Nord-Vietnam. Montrant la nécessité d'obtenir et de maintenir la supériorité aérienne, Egan ne serait pas seul dans ce combat. Charles Myers, pilote naval et d'essai très expérimenté, prônait désormais lui aussi la nécessité de se concentrer sur la supériorité aérienne. Alors qu'il volait au service de Lockheed pour tenter de vendre les nouveaux chasseurs F-64 Starfighter aux forces armées américaines entre 1963 et 1964.
Myers a échangé avec plusieurs officiers de la marine et de l'armée de l'air. En remarquant des facteurs que personne ne prenait en compte, Myers a découvert que la plupart des combats aériens se déroulaient entre le niveau de la mer et 10 000 mètres, à des vitesses allant jusqu'à 1,6 fois la vitesse du son, et que les missiles air-air avaient de nombreuses limitations. Un cas qui l'a marqué fut celui d'un pilote de F-4. Il s'est approché très près de sa cible pour l'identifier, mais il a dû reprendre de la distance pour pouvoir tirer son missile Air Intercept Missile 7 Sparrow, qui avait une distance minimale pour pouvoir s'armer et détecter la cible. Charles a également constaté que le F-104 n'était pas idéal pour cet environnement, continuant à défendre la supériorité aérienne comme principal objectif de l'armée de l'air. Le secrétariat à la défense ne s'intéresserait à nouveau aux nouveaux chasseurs que plus tard. Lorsqu'il était devenu évident que les aéronefs utilisés pour l'appui aérien rapproché des troupes du Sud-Vietnam n'étaient pas seulement obsolètes, mais aussi dangereux. En mars et avril 1964, 2 T-28 Trojan ont eu des accidents lors d'attaques à la bombe, car leurs ailes se sont tout simplement désintégrées en vol. De plus, des défauts structurels graves ont été découverts dans les ailes des B-26, utilisées pour la même mission. Des ressources ont alors été allouées à la modernisation et à l'adaptation des avions d'attaque et de reconnaissance, en même temps que l'ordre du secrétaire McNamara pour la conception d'un nouveau chasseur, mais qui soit optimisé pour l'appui rapproché et efficace lors des attaques au sol. Alors qu'il était supposé que la supériorité aérienne était déjà acquise au Vietnam, les officiers de l'armée de l'air ont été stupéfaits par cette demande, puisqu'ils devaient simplement supposer que quelque chose d'aussi important que la supériorité aérienne sur le champ de bataille était déjà acquise. Une réponse a été adressée au secrétaire, expliquant qu'il fallait d'abord étudier l'impact sur les autres vecteurs aériens avant de commander un autre chasseur. Simultanément, une autre étude, appelée « Option de force pour les tactiques aériennes », critiquait le fait que l'armée de l'air soit dépendante de vecteurs de haute performance pour offrir une plus grande flexibilité à moindre coût. Des aéronefs comme le F-111 étaient trop coûteux pour être risqués dans des combats non nucléaires, et l'étude proposait l'utilisation d'aéronefs plus légers et spécialisés. En utilisant des calculs et des modèles informatisés, des versions simplifiées des A1E, F4, A6 et F104 ont été étudiées, toutes ayant été rejetées après analyse. Il a également été recommandé que l'armée de l'air acquiert un mélange d'aéronefs plus coûteux et avancés avec d'autres plus simples et moins chers. C'était probablement la meilleure façon de maintenir la force au niveau tactique, avec moins de dépenses. Les options les moins chères choisies ont été le F-5 Tiger et l'A-7 Corsair. Alors que le F-5 était plus léger et excellent en combat aérien, l'A-7 avait une plus grande capacité d'emport d'armement. Cette rivalité entre le F-5 et l'A-7 a divisé les officiers de l'armée de l'air, chacun ayant des arguments valables pour défendre son choix. En attendant d'autres rapports et une position plus claire de ces officiers sur chaque avion disponible, le secrétariat de l'armée de l'air a décidé de prendre plus de temps pour la décision finale. Ainsi, il pourrait également examiner une autre proposition qui était apparue concernant un chasseur expérimental de coût moyen, le FX. En avril 1965, l'armée de l'air a pris la décision supposément finale avec l'acquisition du F-5 Tiger, mais dans une version différente de celle initialement disponible à l'exportation. De plus, le feu vert a également été donné pour le développement du programme FX. Les prérequis initiaux du projet étaient un coût unitaire entre 1 et 2 millions de dollars, avec une production de 800 à 1000 exemplaires de l'appareil. Le chasseur devait posséder des capacités de combat air-air supérieures, être capable d'opérer par tous les temps et disposer d'une assistance visuelle pour l'attaque au sol. Il devait également être monoplace, bimoteur et se distinguer par sa maniabilité et non par sa vitesse. Sa prévision de début d'exploitation était prévue pour l'année 1970.
Il serait plus facile d'obtenir des études pour le FX s'il était reclassé comme un avion multifonction, en anglais multirole, car cela attirerait plus de fonds pour le programme, étant également proposé avec la capacité d'attaque au sol, comme le souhaitait le secrétaire McNamara, plutôt que s'il était simplement vendu comme un chasseur destiné uniquement au combat aérien pur. Les responsables du projet, le général James Ferguson et le général Jack Catten, ont décidé de camoufler le FX en tant qu'avion multifonction. Et à chaque fois, ils présentaient en d'abord les prévisions des capacités d'attaque au sol avant les capacités RR. Presque en même temps, les décisions préalables que l'armée de l'air avait prises pour ignorer la supériorité aérienne ont commencé à coûter très cher. En avril 1965, deux F-105 modernes ont été abattus à Tan Hoa, au Nord-Vietnam, par deux chasseurs MiG-15 soviétiques, considérés à l'époque comme totalement obsolètes. Pour remédier à la situation, les Américains ont commencé à envoyer des chasseurs F-4C pour couvrir les F-105 qui effectuaient les bombardements. Cet épisode a ravivé l'intérêt pour un chasseur de supériorité aérienne, rendant le projet encore plus urgent. Le changement de commandement du commandement aérien tactique en août 1965 a également apporté des modifications aux exigences du programme FX. Le général Gabriel Dissosway, qui venait de prendre ses fonctions, a renforcé la demande d'un appareil capable de surpasser l'ennemi dans les airs, remettant en question l'idée qu'un avion polyvalent serait le seul à attirer l'attention du secrétaire à la Défense et du Congrès. De plus, la limite de poids de l'appareil serait augmentée de 2200 kg, atteignant près de 16 tonnes. L'avion devait être équipé d'un radar similaire à celui des F-4 Phantom et devait être armé de missiles guidés par infrarouge et par radar. Encore une fois, l'accent devait être mis sur la maniabilité, la vitesse maximale requise ayant été réduite de Mach 3 à Mach 2,5, ce qui représentait une économie d'environ 40% sur le coût prévu de chaque exemplaire. Le 8 décembre 1965, l'armée de l'air a lancé un appel d'offres auprès de 13 constructeurs d'aéronefs pour la première phase du projet FX. 8 entreprises ont répondu et la Boeing, Lockheed et North American ont été sélectionnées le 18 mars 1966 pour poursuivre le projet. La Grumman participerait à la phase d'études, même sans être financée par le gouvernement. En prenant en compte 5 variables pour la conception du chasseur, l'avionique, la maniabilité, la charge utile, le rayon d'action en combat et la vitesse, plus de 500 dessins ont été proposés, avec un projet spécifique choisi en juillet 1966. L'objectif à cette étape, appelée phase de formulation du concept, était de développer un appareil ayant des performances background supérieures à celles des appareils soviétiques qui avaient allé l'avantage en termes de maniabilité, tout en maintenant l'avantage américain déjà connu dans le combat à longue distance. Il a donc été décidé d'adopter le système d'avionique, similaire au système Mark II du F-111. De plus, comme l'appareil devait être multimission, ils utiliseraient un système d'ailes à géométrie variable, avec un canon M61 de 21 mm, avec 100 cartouches, 4 missiles montés sur le fuselage et une capacité de transporter jusqu'à 8 bombes Mark 82 ou d'autres charges de poids similaires. Au début de 1967, avec l'avancée des recherches, un projet du FX d'un poids de 18 tonnes, d'une vitesse maximale comprise entre Mach 2,3 et 2,5 et des modifications du rapport poids-puissance a été créé. La phase de formulation s'est poursuivie jusqu'à l'été 1967, lorsque le coût final et la période de développement de l'appareil devaient désormais être établis. L'armée de l'air américaine avait remarqué que les soviétiques avaient commencé à augmenter la portée et la capacité de charge de leurs nouveaux appareils. En Corée et au Vietnam, les pilotes américains avaient réussi à obtenir un avantage grâce à leur entraînement supérieur et à une avionique plus avancée que celle de leurs adversaires. Mais dans un contexte de guerre en Europe, l'histoire serait différente. Les pilotes soviétiques avaient également un entraînement intensif,
et les systèmes embarqués des avions russes s'amélioraient de jour en jour. Ainsi, les avantages américains pourraient rapidement disparaître. 2 ans plus tôt, la marine et l'armée de l'air étaient parvenues à un consensus sur le programme TFX, celui qui avait donné naissance au F-111. L'appareil ne répondait aux besoins spécifiques d'aucune des deux forces. Le F-111 avait été conçu selon l'ancienne notion d'un appareil destiné à l'interception rapide des bombardiers ennemis. De plus, il avait été conçu de manière à posséder des caractéristiques qui plairaient aux deux forces qui allaient l'utiliser. Ainsi, l'armée de l'air et la marine ont commencé, séparément, à chercher de nouveaux chasseurs multirôles. Que ce soit sous la forme du programme FX de l'armée de l'air ou du VFAX de la marine. Ce qui se passait, c'est que l'armée de l'air développait lentement son chasseur en réfléchissant au défi du partage des pièces, à la mission finale de l'appareil et à d'autres facteurs, pendant que la marine se dépêchait de créer des projets qui répondaient parfaitement à ses propres besoins. En février 1968, une mise à jour du document datant de 3 ans auparavant a été publiée, citant de nouvelles menaces pour les États-Unis. L'une d'elles était le Mikoyan Gurevich, 21, qui s'est révélé être un chasseur très performant au Vietnam et était devenu extrêmement courant parmi tous les pays alignés avec le bloc communiste. L'autre nouvelle menace, jusque-là peu connue, a servi d'avertissement terrible pour les États-Unis. Lors du salon aérien de Moscou en juillet 1967, l'Union soviétique a présenté pour la première fois un nouvel appareil. Au début, les Américains pensaient que sa désignation serait Mikoyan Gurevich, 23, et de nombreux documents de l'époque l'appelaient ainsi. Mais en réalité, ce qu'ils étaient en train de voir était quelque chose de bien plus effrayant, qui allait devenir connu sous le nom de Mikoyan Gurevich, 25 Foxbat, avec une vitesse maximale de 3470 km/h. Construite avec des matériaux légers et de haute complexité, cet appareil semblait extrêmement agile en raison de la taille de ses ailes. L'idée d'une machine avec une telle vitesse et une telle capacité de manœuvre a été l'une des raisons pour lesquelles l'armée de l'air a pris une position ferme dans les nouveaux projets. Des années plus tard, lorsqu'ils ont eu accès à un Mikoyan Gurevich 25 Foxbat qui avait déserté sur le territoire japonais, les Américains ont compris que les grandes ailes du Foxbat étaient en réalité nécessaires en raison de son poids total énorme, et que l'appareil n'était pas maniable, et que les moteurs n'avaient en soi que quelques centaines d'heures de durée de vie avant de devoir être complètement remplacés. Un bluff soviétique avait fini par forcer les Américains à se réinventer et à contribuer à la création de l'avion de supériorité aérienne le plus performant du monde. Ainsi, devant le Congrès américain, le général McConnell, chef d'état-major de l'armée de l'air, a déclaré « Il a été difficile de satisfaire toutes les personnes qui devaient être consultées sur ce que le FX allait devenir. » En fait, ça a été difficile même au sein de l'armée de l'air. De nombreux membres de l'armée de l'air souhaitant que le FX ressemble au F4. Nous avons finalement décidé, et j'espère qu'il n'y a plus d'opposition, que ce sera un chasseur de supériorité aérienne. Quand on lui a demandé si l'avion pouvait être utilisé pour l'appui aérien rapproché, le général a répondu « Seulement par-dessus mon cadavre ». La marine abandonnait maintenant le programme VFAX qui produisait le F-111B et demandait à Grumman Aircraft un nouvel avion. Qu'il s'agisse d'un chasseur plus compétitif que ceux de l'armée de l'air. Ce qui a donné naissance au F-14 qui, selon la marine, était encore plus performant que le FX, capable d'atterrir aussi bien sur des aérodromes que sur des porte-avions. Et la compétition a continué, l'armée de l'air étant mise au défi de faire encore mieux avec le FX, cette fois en écartant complètement toute mission secondaire et en se concentrant strictement sur le meilleur projet possible pour la supériorité aérienne. Le projet devait également avoir la capacité d'utiliser les missiles guidés par radar Sparrow pour abattre le plus rapide et performant avion soviétique Mikoyan Gurevich 25 Foxbat. En mai 1968, l'ordre a été donné pour que le 1er janvier de l'année suivante soit la date de mise en œuvre du contrat. Désormais, le programme FX serait renforcé avec toute la main-d'œuvre nécessaire, ainsi que les ressources disponibles pour accomplir la mission.
En août, l'armée de l'air a précisé qu'elle maintiendrait l'appareil avec un seul membre d'équipage, mais qu'il y aurait une version biplace, avec 2 sièges pour l'entraînement et l'adaptation opérationnelle. Les chiffres d'achat ont également été révisés à 635 exemplaires du FX, qui seraient ensuite modifiés à nouveau pour 520 appareils. En septembre, l'armée de l'air est passée à la phase de définition du contrat. 4 entreprises ont manifesté un intérêt particulier, à savoir Fairchild Hiller, General Dynamics, McDonnell Douglas et North American. Entre novembre et décembre, la division des systèmes aéronautiques a évalué toutes les propositions. Seul General Dynamics n'a pas passé cette phase, toutes les autres ayant reçu des fonds pour soumettre des concepts techniques qui incluraient tant le coût de chaque appareil et un calendrier de développement du nouveau chasseur jusqu'en juin 1969. Toujours en 1967, l'armée de l'air avait créé un bureau spécial de projet pour suivre l'avancement du FX qui développait le nouveau chasseur et du projet AX qui supervisait ce qui allait devenir l'ADX Warthog. Bientôt, ces projets allaient se séparer définitivement avec les changements de politique de l'armée de l'air, et ce bureau deviendrait le bureau du programme F-15. Le 1er juillet 1969. Les 3 concurrents, Fairchild Hiller, McDonnell Douglas et North American, ont présenté leurs propositions et les coûts prévus. Après de nombreux revers impliquant des réductions de coûts et des analyses portant sur plus de 80 éléments, chacun évalué individuellement par des équipes spécialisées, la réponse finale devait être remise en décembre 1969. La société choisie pour construire le nouveau chasseur F-15 fut McDonnell Douglas, qui a conçu le développement ainsi que le projet et la fabrication de 20 exemplaires de l'appareil. Avec un coût d'1,1 milliard de dollars, l'équivalent de 8,5 milliards de dollars en valeur actuelle. À ce stade, le directeur général du projet du F-15 chez McDonnell Douglas a estimé qu'ils avaient déjà dépensé environ 2,5 millions d'heures de travail pour décrocher le contrat de l'appareil. L'équipe Quansure, qui a varié entre 200 et 1000 personnes, a travaillé pendant 2 ans à examiner plus de 100 alternatives pour le F-15 avec des milliers de variantes étudiées avant de présenter leur projet. Un fait intéressant étant que, pendant la majeure partie du développement du F-15, le projet a été fortement critiqué, aussi bien par le Congrès que par les médias. L'un des points les plus controversés était le fait que l'armée de l'air ne publiait pas les exigences pour la sélection de l'entreprise qui construirait l'appareil. Selon les responsables du projet, la divulgation de telles informations représenterait un risque pour la confidentialité des affaires entre les entreprises. Et même après la sélection de McDonnell, seules des données éparses ont été communiquées au Congrès et aux médias. McDonnell Douglas, chargé de construire le fuselage, allait aider à choisir les gagnants du concours pour le radar du F-15. Le radar devait être capable de détecter des ennemis à longue distance et aussi de suivre des objets petits et rapides, depuis les hautes altitudes jusqu'au niveau de la cime des arbres, avec le système envoyant alors les données collectées à un ordinateur central qui effectuerait le lancement des missiles de la manière la plus efficace contre les ennemis. Lors des combats rapprochés, le radar devait détecter, identifier et suivre automatiquement les cibles et afficher sur le viseur tête haute les informations nécessaires pour le tir, sans qu'aucune action du pilote ne soit nécessaire. En utilisant un avion RB, 66 modifié et après plus de 100 essais en vol, Hughes Aircraft a remporté le contrat pour la production du radar ANAPG-63. Pour l'armement, le F-15 allait employer des missiles et un canon interne. L'exigence d'un canon résultait des expériences des vétérans du Vietnam, ainsi que des succès récents des pilotes israéliens dans l'utilisation de ce type d'armement lors de la guerre des 6 jours. La première arme choisie fut le canon Go-Sept, produit par Philco, mais comme celui-ci a montré des problèmes de développement, il a été remplacé par le M60 et un Vulcan de 20 mm.
Une recherche sur les missiles à courte portée a aussi été menée, mais face à la hausse des coûts, une version plus moderne du Sidewinder a été retenue. Avec le déroulement du projet F-15, des rumeurs ont commencé à circuler sur une supposée infériorité de l'appareil par rapport au Mikoyan Gurevich 25 Foxbat. Des sources de l'industrie, en sens qui se sont révélées très erronées que des années plus tard, affirmaient qu'il fallait bien entendre que le nouvel appareil ne serait pas capable de l'emporter dans un combat contre le Mikoyan Gurevich 25 et que le programme FX devrait être annulé. L'équipe du programme a réussi à prouver au Congrès américain que les capacités de manœuvre du F-15 étaient inégalées par n'importe quel chasseur soviétique en utilisant les données disponibles. De plus, le Mikoyan Gurevich 25 Foxbat était un intercepteur avec des capacités bien plus modestes qu'on ne le pensait à l'époque. Le débat a également porté sur la comparaison entre le F-15 et le projet de la marine, le F-14. Après tout, lequel des deux serait le meilleur ? Devant le Congrès, chaque officier a naturellement défendu le projet de sa propre force. Le F-14 était équipé d'armes à longue portée, comme le AWG-9 Phoenix, et pouvait également remplir plusieurs fonctions. Alors que le F-15 était entièrement axé sur le combat aérien, chaque appareil excellait dans les missions pour lesquelles il avait été conçu. Dans un combat entre les deux, c'était généralement l'expérience des pilotes qui déterminait le résultat. Parmi les organismes qui ont aidé au processus de perfectionnement et de création du F-15, il y avait la National Aeronautics and Space Administration. En utilisant leur expertise et leurs laboratoires avancés, les ingénieurs de la National Aeronautics and Space Administration ont découvert que la conception initiale du F-15 présentait une traînée excessive à des vitesses subsoniques. Les concepteurs ont résolu le problème en retirant les ailettes ventrales et en augmentant la dérive verticale. Le radome de l'appareil a été conçu de manière plus symétrique afin d'améliorer encore les performances du radar. Des modifications structurelles ont renforcé la stabilité directionnelle. Ces éléments et des centaines d'autres détails ont été réalisés afin que le projet final offre les meilleures performances possibles. Et c'est le 26 juin 1972. Le premier F-15 Eagle est sorti de l'usine McDonnell Douglas à Saint-Louis. L'imposant aéronef, avec ses 19 mètres de longueur, 13 mètres d'envergure et 5 mètres et demi de hauteur, a été présenté lors d'une cérémonie. Peinte dans une teinte de cyan qui est devenue connue sous le nom de bleu de supériorité aérienne, le F-15A, la première version de l'appareil, pesait 12 tonnes à vide et avait une masse maximale au décollage de 25,4 tonnes. Ces moteurs étaient O2 Pratt et Whitney F-100 Pratt et Whitney Sant, avec post-combustion, chacun générant environ 25 000 livres de poussée. Cette force énorme permettait au F-15 d'atteindre des vitesses de Mach 2,5 à haute altitude et Mach 1,2 au niveau de la mer. Le premier vol de l'appareil a eu lieu le 27 juin de la même année, marquant le premier vol d'un avion de chasse américain dédié à la supériorité aérienne depuis plus de 20 ans, puisque le dernier de ce type avait été le F-86 Sabre. Ce qui a suivi fut un programme rigoureux d'essais en vol qui a également bénéficié du soutien de la National Aeronautics and Space Administration. L'institution a reçu des modèles à l'échelle du F-15, pilotés à distance, qui étaient ensuite largués à haute altitude par des avions B-52. Cette méthode a permis de recueillir des données précieuses à utiliser sur les modèles réels. Environ 380 unités du F-15A ont été produites jusqu'en 1979 et, pendant la même période, 61 unités de la version B biplace pour l'entraînement ont également été construites. À partir de 1979, la version C a également été produite. Avec de nouveaux moteurs F-100P220, un nouveau radar ANAPG 70, ensuite mis à jour à nouveau pour l'ANAPG 63. Le F-15D, quant à lui, serait la version biplace du modèle C. Le F-15 a été exporté vers 6 pays, à savoir Israël, le Japon, Singapour, le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud. Le nombre réduit de clients étrangers était dû aux restrictions de vente de ce type d'armement, de pointe aux alliés des États-Unis. Les versions exploitées par le Japon seraient produites là-bas et recevraient donc la désignation J,
puisqu'elle bénéficie de 2 processus de modernisation. Le Qatar exploite la version F-15 Qatar, tandis que la Corée du Sud utilise la variante K, surnommée Slam Eagle. Israël, de son côté, utilise la variante Ram, ou Tonnerre, désignée F-15 Prime. L'armée de l'air de Singapour exploite le F-15 SG et l'Arabie Saoudite exploite la version modernisée F-15 SA. Voici quelques variantes remarquables du F-15, sans compter celles vendues aux nations alliées. Elles incluent également le F-15N, qui était la version navalisée adaptée aux opérations sur porte-avions proposée à la marine dans les années 70, et le F-15E Strike Eagle, une variante adaptée pour 2 sièges et des missions multiples, axée sur l'attaque au sol avec environ 400 unités produites depuis les années 80. L'une des plus récentes a été présentée en 2009, connue sous le nom de F-15 Sealand Eagle pour Sealand Eagle. Un modèle avec une signature radar réduite, des réservoirs de carburant supplémentaires le long du fuselage et des modifications de l'angle des stabilisateurs verticaux. Le F-15 deviendrait célèbre non pas pour ses adaptations au fil des décennies, mais plutôt pour ses performances au combat. La première victoire aérienne du F-15 a eu lieu au Liban lors de l'attaque israélienne en 1979. À 11h07 du matin, le 27 juin 1979. Les stations de renseignement israéliennes ont émis un communiqué avertissant que les radars syriens avaient détecté des avions d'attaque israéliens volant le long de la côte. 3 groupes de chasseurs Mikoyan Gurevich 21 ont été envoyés contre les formations israéliennes, mais celles-ci sont parvenues à s'échapper. Initialement, les Mikoyan Gurevich syriens ont reçu l'ordre de retourner, mais ils ont rapidement détecté d'autres avions israéliens dans la zone et sont allés enquêter dans la région de contact radar. Par des actions de guerre électroniques, les troupes israéliennes ont interrompu la communication entre les stations au sol et les pilotes des Mikoyan Gurevich. Pour cette raison, les pilotes n'ont pas été avertis par les positions au sol qu'ils avaient repéré des F-15 israéliens volant à basse altitude en direction de la formation syrienne. À la tête de la formation d'avions israélien se trouvait Bennett Zinker, commandant de l'escadron double queue, suivi par Moshe Melnik, commandant de l'école de formation au vol de chasse, qui agissait comme son ailier. Tous deux ont verrouillé un Mikoyan Gurevich, 21 chacun avec leur radar, et ont tiré 2 Air Intercept missiles, 7 Sparrow, qui ont manqué leur cible. Comme l'option d'engagement au-delà de l'horizon avait échoué, il était temps de passer au combat rapproché. Melnik fut le premier à repérer les Mikoyan Gurevich visuellement, se plaçant juste derrière eux. Dans un moment de tension, il a tiré un Python 3, un missile anti-aérien. En suivant la trajectoire du missile, il l'a vu s'approcher de plus en plus de l'ennemi, jusqu'à ce que l'arme fasse un coup direct. Le Mikoyan Gurevich a fini par être coupé en 2 dans les airs. À une vitesse vertigineuse, Melnik était déjà un as de l'ère du jet, avec 5 victoires et demie aux commandes d'un F-4 Phantom. Pourtant, il a été tellement impressionné par la scène qu'il n'a pas vu un autre chasseur ennemi se placer à 6 heures de son appareil. Heureusement, un autre pilote israélien, Yoel Feldshow, a réussi à verrouiller le chasseur ennemi sur le radar et à le détruire avec un Air Intercept missile, 7 Sparrows. Le baptême du F-15 au combat a été un succès retentissant, démontrant que ses avantages en manœuvrabilité et sa supériorité technologique étaient plus que suffisants. Pour neutraliser la plupart des jets soviétiques qui sont devenus les plus populaires au monde, comme les Mikoyan Gurevich 21 et Mikoyan Gurevich 23. Mais les victoires du F-15 ne se sont pas limitées à des cibles dans l'atmosphère. Les États-Unis, depuis ces 30 ans, depuis les années 1950, avaient commencé à développer des armes anti-satellites. Après des décennies d'apprentissage dans le domaine aérospatial, le missile anti-satellite missile air-sol 135 a été développé. Cet équipement a été conçu pour être lancé précisément depuis un chasseur F-15 qui servirait comme une sorte de premier étage d'une fusée. En transportant le missile à haute altitude, à des vitesses supersoniques, le chasseur devait alors le lancer et celui-ci se dirigerait vers sa cible.
L'Union soviétique pouvait détecter le lancement d'un missile, puis comprendre rapidement le lien avec la perte d'un satellite. Mais si le tir était effectué par un F-15, il serait difficile de connaître la raison de la perte du satellite, en raison de l'immense nombre d'aéronefs volant dans le monde. L'armement a été testé pour la première fois le 13 septembre 1985, lorsqu'un F-15A, piloté par Wilbur Doug Pearson, a décollé en transportant un missile air-sol 135. L'aéronef, à une vitesse de 1,2 Mach, a effectué une forte montée de 65 degrés avec la fusée lancée automatiquement à 38 000 pieds. Le missile s'est détaché du chasseur et a continué à accélérer vers l'espace, atteignant des vitesses hypersoniques de plus de 24 000 km/h. Le missile ne contenait pas d'ogive et seule l'énergie cinétique de l'énorme impact sur le satellite Sol-N P78-1 a pulvérisé l'équipement spatial. Peu d'aéronefs ont abattu quelque chose en dehors de la Terre. Mais le fait que le F-15 se soit révélé extrêmement capable face à la menace soviétique, avoir dominé les cieux pendant des décennies et avoir abattu un satellite, ce n'était toujours pas un argument assez fort pour démontrer ses capacités. Que penses-tu alors du fait qu'il ait abattu un hélicoptère ? Est-ce que c'était en vol avec des missiles ou des canons, ou bien était-ce une bombe ? Alors que l'avion volait à plus de 800 km à l'heure et qu'un hélicoptère ne faisait que 100 km à l'heure. Le jour de la Saint-Valentin en 1991, le capitaine de l'États-Unis Air Force de l'époque, Richard Bennett, n'était pas chez lui avec sa femme, mais bien dans le ciel d'Irak. Lors de l'opération Tempête du désert, Richard pilotait la variante du F-15 spécialisée dans l'attaque au sol, le F-15 Strike Eagle. Même si, à la fin de l'opération, les variantes C et D de l'appareil avaient réussi à abattre 32 avions ennemis, les Strike Eagle ont également contribué à la victoire. Son objectif à cette phase de l'opération était de détecter et d'anéantir rapidement les missiles Scud de l'Irak, ainsi que leur plateforme de lancement. Le missile Scud a été développé par l'Union soviétique, une arme de précision à longue portée dotée d'une ogive capable de causer de grands dégâts à sa cible. L'armement de plus de 11 mètres de long pouvait utiliser des ogives chimiques et explosives. Et c'est ce qui a causé le plus de pertes parmi les forces de la coalition, en dehors de l'Irak et du Koweït. Anéantir ces armes pourrait sauver la vie de nombreuses de personnes, car en plus d'être utilisées contre des concentrations militaires, elles étaient également lancées sur des zones civiles. Et l'Irak, en plus de posséder un grand nombre de ces missiles, disposait également de versions modernisées et de fabrication nationale. Pendant leur patrouille à la recherche de ces équipements, le capitaine Bennett et son officier du système d'armes, Dan Chu et Becky, furent informés qu'une situation alarmante se déroulait dans leur secteur. Un groupe de forces spéciales, les Bérets verts, effectuait un ratissage au sol. Lorsqu'un groupe d'hélicoptères irakiens, composé en majorité de Mi-24 Hind, a ouvert le feu sur leur position. Le Mi-24 Hind, surnommé la calèche du diable, pouvait transporter une quantité surréaliste d'armements de tout type, allant de missiles anti-aériens, roquettes, missiles anti-chars guidés, mitrailleuses, canons, jusqu'à des bombes d'une demi-tonne. Il pouvait encaisser de grandes quantités de dégâts, car il était blindé au niveau des zones sensibles et pour l'équipage. Il pouvait également transporter dans un compartiment interne des troupes d'infanterie pour les insérer sur le champ de bataille. Et c'est ce que le capitaine Bennett a vu depuis l'intérieur de son aéronef. Lorsque l'un des 5 Mi-24 qui attaquaient les Bérets des Verts a atterri pour débarquer des troupes qui tenteraient d'éliminer les forces américaines, les F-15 n'arrivaient pas à détecter la position des soldats alliés. Mais il n'y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Le missile Sidewinder, l'arme la plus logique pour détruire l'hélicoptère, n'arrivait pas à verrouiller sa cible. L'alternative restante pour engager à une distance sûre et s'assurer de détruire la cible a été de larguer une bombe guidée par laser GBU-10 de près d'1 tonne sur l'hélicoptère. Alors que Bennett verrouillait le laser sur la cible et larguait la bombe, le Hind commença à décoller. L'appareil a rapidement viré et a commencé à accélérer alors que la bombe se rapprochait de plus en plus.
C'est alors que l'énorme bombe a frappé la cible de plein fouet, traversant les rotors et le cockpit, pour finalement exploser violemment. J'ai vu un grand éclair et je pouvais voir des morceaux voler dans toutes les directions. Elle a envoyé cet hélicoptère en enfer. Elle a presque vaporisé toute cette saleté, a déclaré Bennett plus tard. Au fil des années, les victoires de l'Eagle continueraient de s'accumuler, sans aucune perte confirmée au combat. Les pilotes israéliens, non saoudiens et américains, atteindraient le chiffre de 104 victoires israéliennes. Avec pour victime presque toute une famille de Mikoyan Gourevitch modernes, des Mirage F-1, un avion de transport, et 7 hélicoptères indirakiens. Le F-15 devait initialement être remplacé à la fin des années 90 et au début des années 2000 par un autre appareil qui a atteint le statut de maître du ciel, le F-22 Raptor, mais des changements dans le budget américain, avec des changements de priorité des forces armées, ont réduit le nombre d'exemplaires du Raptor achetés, ce qui a permis à l'Eagle de continuer à voler pendant encore quelques décennies. Mais c'est en 2021 qu'une nouvelle a surpris tout le monde. Une nouvelle variante du F-15, dont la production s'était terminée en 2004, a été annoncée. Le nouveau modèle, appelé F-15EX, servira à remplacer les anciens exemplaires des modèles C et D utilisés pour la défense aérienne. Un point très controversé du F-15EX est son prix unitaire, plus élevé que celui d'un F-35, soit 2 millions de dollars de plus que le prix du chasseur furtif de 5e génération. On constate encore une fois l'apprentissage issu du passé de l'armée de l'air américaine. Les F-35 sont des aéronefs multirôles conçus avec d'autres capacités en tête. Les nouveaux F-15EX sont nécessaires pour la supériorité aérienne et doivent compléter les F-22 Raptor dans leur mission de détruire les aéronefs ennemis. Un mouvement qui réaffirme la position des États-Unis de rester leader pour les prochaines décennies en maintenant le contrôle des cieux à travers le monde. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis et mettez-nous un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je m'arrête ici. Merci encore pour votre fidélité et une grande accolade de la salle de guerre.